Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 21, le niveau cellulaire. Nous ne mesurerons jamais assez, aujourd'hui, l'importance évolutive de ce qui se passait dans le corps de mère, jusqu'à ce que le nouvel échelon soit là, visible, réalisé. Alors nous dirons « Ah, c'était ça ». En somme, on nous demande de comprendre un peu d'avance et il est très possible que notre compréhension aide ou hâte le processus évolutif. C'est ce que l'on appelle de l'évolution consciente et voulue, au lieu des interminables concoctions du grand chaudron naturel où les petits éléments humains sont mélangés, remélangés, combinés, décombinés, jusqu'à ce que la nouvelle composition soit au point. Il est possible que le « ça » de mère nous apparaisse comme une nouvelle forme de mysticisme. Qu'auraient dit les primates de cette petite vibration inquiétante qu'aujourd'hui nous manions comme des grands garçons évolués? Eux aussi, ils faisaient le transfert de pouvoir d'une manière d'être à une autre. Le surnaturel, disait Sri Aurobindo, est un naturel que nous n'avons pas encore atteint ou pas encore compris, ou dont nous n'avons pas encore conquis le moyen. Il n'y a pas de surnaturel. Il y a des naturels successifs. Tout le travail des évoluteurs, c'est que cela devienne naturel. Et quand ce sera naturel, alors une fois de plus, nous n'y reconnaîtrons plus rien. Ce sera comme l'air qu'on respire et nous dirons « Mais où est le divin dans tout cela ?» Le divin ou pas de divin, c'est tout pareil. C'est juste un petit sourire qui fait une différence. Et ce petit sourire, c'est peut-être tout. Mais à chacun de le découvrir. C'est sans catéchisme. Ce sont seulement nos lois scientifiques qui sont pleines de catéchisme. Les autres avaient inventé 10 commandements de Dieu, ils ont inventé 10 000 commandements du physique. C'est la dernière religion du monde, peut-être bien la dernière superstition. Temps et matière. Le fonctionnement de ce nouveau naturel, il n'a pas l'air naturel du tout. Il est parfois incompréhensible, insaisissable pour nous. Nous essayons de comprendre. Nous essayons de mettre de l'ordre dans la forêt de mer. Et Dieu sait si notre ordre n'apparaîtra pas saugrenu à la nouvelle espèce réalisée, mais enfin. Chacun de ceux qui traverseront l'agenda de mer pourra y découvrir de nouvelles routes inattendues. La route est partout. Nous avons essayé de séparer des lignes ou des courbes de phénomènes et nous avons dit l'universalisation, l'impersonnalisation, l'irréalisation, la fausse matière, l'harmonie, le temps vertical, le transfert. Parce qu'il faut dire les choses les unes après les autres, c'est la loi du mental. Il voit un bout d'herbe après l'autre. Mais c'est un seul phénomène, innombrable et simultané, qui se déroule, où chaque petit progrès en un point change la position ou la valeur de tous les autres points.
Et chaque fois qu'on avance là, en X, en cet instant, ce sont d'innombrables petites lucarnes qui s'ouvrent simultanément ailleurs. En fait, c'est un nouvel air qui commençait à circuler partout. Une nouvelle perception. Une nouvelle respiration aussi. Ce même phénomène identique qui se déroule innombrablement. Quel est-il? C'est la trame qui lâche par un bout ou un autre, ou par tous les bouts, avec ses conséquences diverses, physiologiques. Nous sommes trompés parce que nous ne voyons pas mer voler dans les airs, mais c'est plus sérieux que cela. Ce genre de miracle-là, au fond, c'est le mental qui se prolonge en dehors de sa cage. Il n'y a pas besoin de voler. On est partout tout de suite. On voit partout tout de suite. Et on ne voit pas la même matière que les gens de la cage. C'est évident, parce que ce qui fait leur matière, c'est justement ce qui les empêche d'être partout, de voir partout. Ce sont leurs lois inéluctables, loi de la mort, loi de la vie, loi de la pesanteur, tout est une loi. C'est leur matière, crasse, opaque, figée. Pourtant, leurs microscopes ne sont pas si figés que leurs yeux. C'est la matière qu'ils pensent et qu'ils sentent. Or, le phénomène qui semble se préciser de plus en plus dans l'expérience de mer, c'est une certaine fluidité de la matière. C'est toujours cette même vibration, à la fois d'une rapidité fantastique et comme immobile. Décidément, tout est contradictoire dans cette conscience supramentale, ou plutôt tous les contraires sont ensemble simultanément, qui s'infiltre à travers les mailles de la trame et qui est dotée de propriétés bien curieuses, qui guérit les maladies comme si elles n'étaient pas, guérit de la mort comme si elle n'était pas, guérit de toutes les misères ou les lois de notre matière comme si elle n'était pas. Et ce n'est pas vraiment qu'elle guérit, c'est plutôt qu'elle vous fait passer dans une autre sorte de matière, pourtant en restant apparemment dans la même, puisque le corps de mère était là, bien assis dans son fauteuil, concret, entre guillemets, palpable, où toutes ces choses n'existent pas. Un renversement de conscience, disait Mère. Un changement de vibration qui change tout. Un changement de matière, pourrions-nous dire. Une vibration qui annule l'opacité de la matière, la fixité de la matière, en même temps qu'elle annule ses maladies, sa mort, ses distances, ses lois et tout le tremblement, qui sont justement le résultat de cette opacité-là et de cette fixité-là. Il faudrait donc regarder de plus près le comportement de cette étrange vibration. Est-ce que par hasard, notre matière concrète, entre guillemets, serait simplement le produit d'une certaine perception du temps? On change de temps, et l'espace change aussi, avec tout ce qui se trouve dedans. Et pourtant, on est bien dans la même chose.
cette vibration, d'une vélocité extrême et comme immobile, altère le sens du temps, le fige, si l'on peut dire, en même temps qu'elle vous fait courir partout à la fois, comme si New York était là sous les pieds et tout le reste simultanément, sans distance et sans espace, entre guillemets. Et dans ce non-espace, ou ce sans-temps corporel, c'est une perception du corps, l'âge, la détérioration et ses conséquences inéluctables disparaissent. Et c'est pourtant la même matière. Et c'est comme une autre matière. L'espace est une propriété du temps, nous le savons. Mais tout ce qui se trouve dans cet espace si concret, entre guillemets, change de propriété comme par miracle dès que change la perception du temps. Dès que cette vibration supramentale entre en jeu. On pourrait dire qu'une certaine rapidité de vibration, ou plutôt une certaine lenteur de vibration, nous donne l'impression de nous cogner partout à une matière dure, séparée par des distances lointaines, et qu'une autre rapidité vibratoire fait fondre les distances avec cette même opacité fixe qui constitue notre milieu perceptuel. On nous dira que le pied de mer continue très bien de se cogner contre le pied de la table et de recevoir un bleu éventuellement, même si cette conscience de mer est en même temps à New York et à Hong Kong et passe à travers les mailles. Et on nous dira qu'au bout, il y a le fait du cadavre et que tous les changements de temps et de conscience ne changent rien à ce fait. Le cadavre, c'est la preuve. Vous vivez dans un délire de conscience supérieur, entre guillemets, à moins que ce ne soit le délire qui soit supérieur, l'autre étant un délire moindre. Votre vibration ne change rien. Il est vrai que le singe aussi pouvait dire, s'il parlait, que cette stupide vibration mentale ne changeait rien à sa vie de singe. Et pourtant, le temps de l'homme n'est plus celui du singe. Et il a singulièrement modifié notre espace et notre matière. Peut-être pas en mieux, c'est entendu. Nous pouvons donc dire simplement que l'expérience est en cours. C'est un tout début d'évolution nouvelle. Ce qui se passera au bout, dans quelle mesure l'autre matière ou l'autre temps pourra modifier la vieille matière que nous vivons et habitons, l'écorce, comme dit Mère, point d'interrogation. C'est un problème que se posait souvent Mère. C'est peut-être bien le problème. C'est peut-être aussi un faux problème. Si la chenille se met à voler, que dira-t-elle de sa matière rampante ? Il restera une dépouille de chenille et un papillon dans un autre temps, une autre matière, qui est cependant toujours le même monde et la même matière. Est-ce que l'on peut devenir papillon sans perdre son corps de chenille? C'est un peu le problème qui se pose. Au lieu de quitter l'un pour l'autre, est-ce qu'on peut changer l'un en l'autre? C'est le mystère non résolu. Mais le fait de la dépouille n'annule en rien le papillon. Notre vibration
est peut-être encore trop lente pour saisir le papillon. C'est tout. Est-ce que de la vie à la mort, entre guillemets, il y a simplement une différence de vibration? L'expérience de mère est le lieu où les deux se joignent. Au niveau cellulaire se cache le secret de toutes les transmutations et des deux mondes comme en un. Le passage de la trame. Il faudrait répéter que la singularité de toutes ces expériences, ce qui fait leur prodigieux intérêt du point de vue de l'expérience évolutive terrestre, c'est qu'elles se situent toutes dans la matière, aux confins mystérieux où s'effacent les vieux enregistrements cellulaires, leur code obscur, pourrait-on dire, la grille ou la trame qui les enveloppe et les hypnotise, et où commence à briller la cellule pure, le grand code de l'univers sans passé qui se recrée à chaque instant, entre guillemets. Cette unique pulsation où tout bat en même temps. Ce que nous appelons le passé, c'est notre effort pour apprendre ce qui est vraiment. C'est notre obscur cheminement jusque-là, nos millions et milliards d'enregistrements douloureux et de vaines tentatives et d'efforts répétés. Et quand on est là, quand on arrive à ce qui est vraiment, il n'y a plus à apprendre, plus de passé, c'est toujours présent. C'était toujours présent. Ce sera toujours présent. Et cela vécu au cœur de la matière. Alors, où est la mort dans ce qui n'a plus de temps? Oh, on peut vivre là-haut des éternités de conscience et des flots éternels de devenir, des déserts de paix brillante, comme disait Sri Aurobindo. Et puis après, nous ne sommes tout de même pas nés pour vivre en contemplation. Un homme, ça marche. Nous sommes nés dans la matière pour trouver la vérité de la matière et non la vérité du ciel. Et le plus étrange, il se pourrait bien que là, il soit un. Savitri, le ciel dans son extase rêve d'une paix parfaite. La terre dans sa douleur rêve d'un ciel parfait. Des peurs enchantées retiennent leur unité. Mystérieusement divisés par des kilomètres de pensée, ils se regardent à travers des gouffres de sommeil silencieux. C'est le vieil enchantement qui se défait au niveau cellulaire et le sommeil aussi qui devient autre chose. Et c'est là que le gouffre se comble. C'est le balbutiement de cette nouvelle vie, le tâtonnement de cette nouvelle perception que nous poursuivons dans et derrière les paroles de mère. Il faudrait une nouvelle langue, s'écriait-elle si souvent. Ça ne peut pas s'exprimer encore.
Ce n'est pas par des mots et des idées que ça doit s'exprimer. Bien sûr, c'est la vie concrète, enfin la vie de la matière directe. C'est le moyen d'expression qu'il faut trouver. Au fond, la grande différence de l'homme, c'est qu'il a inventé le langage. Et alors, naturellement, l'écriture et tout cela. Eh bien, un moyen qui est supérieur au langage et à l'écriture, c'est cela qu'il faut trouver. Dans les temps védiques, il disait le mot qui crée, le mot qui traduit parfaitement la vibration. Que les mots aient du pouvoir, qu'ils portent le sens en eux-mêmes. Peut-être le maniement conscient et volontaire de certaines vibrations lumineuses ajoutées au son. Mais ces langues modernes sont tellement artificielles, je veux dire superficielles, intellectuelles. Ça coupe en petits morceaux et ça enlève la lumière qui est derrière. C'est le langage de la vie divisée, séparée. Mais qui dira la vie ronde, totale, partout? Et quelquefois elle attrapait son orgue. J'ai essayé de jouer de la musique, justement pour dire quelque chose. D'autres viendront et inventeront le langage musical, le mot qui crée, le mantra de la matière. Mais en attendant, il fallait seulement pouvoir marcher dans cette étrange vie, ou plutôt cette étrange matière, ce temps étrange, cet autre rythme, tout était tellement différent. Vraiment, comme si, au niveau des cellules, il y avait un monde matériel totalement différent. Mais quand les vieux enregistrements se sont effacés, il faut encore apprendre à tenir debout de l'autre manière. Toutes ces expériences, elle ne les avait pas du tout en contemplation, mais en marchant, bougeant, et la plupart du temps dans sa salle de bain parce que c'est le seul endroit où on la laissait encore un peu tranquille. Ces expériences-là sont tellement concrètes et spontanées et réelles. Elles ne sont pas l'effet d'une volonté et encore moins d'un effort, qu'elles ne nécessitent pas un repos. J'étais en train de faire ma toilette. Le bain de mer, il ne se médite pas. On entre dedans. On entre dans le bain de la vie nouvelle, prosaïquement, parce que c'est partout pareil. Ça se marche, ça se boit, ça se respire. Et allez donc faire un catalogue du bain de mer. Nous comprenons de mieux en mieux pourquoi Mère parlait toujours de son bain de Seigneur. Tout de même, il y avait ce flottement des premières fois où on perd pied, ce qu'elle appelait le support de la vieille habitude, le vieux code poussiéreux mais bien rassurant. La qualité de ces deux vibrations qui se superposent encore de façon qu'on puisse être conscient des deux, c'est indescriptible, mais
l'une qui est un morcellement infini et une instabilité absolue. C'est comme un poudroiement atomique d'un mouvement incessant. Et l'autre, c'est une immobilité éternelle, une immensité infinie de lumière absolue. Encore la conscience passe de l'un à l'autre. Puis l'expérience se développe. Les deux vibrations semblent se fondre comme nous l'avons déjà noté. Maintenant, le corps a l'impression non seulement d'un mouvement terrestre, mais d'un mouvement universel qui est d'une rapidité si formidable qu'elle est imperceptible, elle dépasse la perception. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se meut, mais pas dans un espace, mais qui est à la fois par-delà l'immobilité et par-delà le mouvement, en ce sens que c'est d'une rapidité imperceptible pour tous les sens. C'est la vibration supramentale qui décidément réunit tous les contraires. Et j'ai remarqué que dans cet état-là, le mouvement dépasse la force ou le pouvoir qui concentre les cellules pour en faire une forme individuelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se pulvériser partout. C'est ce qu'il arrivait au début. Mer lâcher pied. Et c'est un état qui semble être tout puissant. L'effet est automatique, pas voulu. Dès qu'il y a quelque chose qui se traduit par une douleur physique, ça disparaît instantanément. Comme si la douleur, le mal et le reste tenaient seulement au vieux code, à une vibration trop lente. La mort aussi tient au vieux code. Oui, la cage de douleur pour apprendre ce qu'on est réellement. Mais alors là, c'est très intéressant parce que dès que le corps revient à son état ordinaire, il rattrape le souvenir de ce qu'il était et avec ce souvenir, la possibilité de rétablir le désordre. Ce doit être le passage de la chose vraie à la chose qui ne l'est plus. C'est déjà un changement par rapport à la vibration pure. Cela donne l'impression d'un mauvais pli. Il ne reste plus qu'une question de mauvaise habitude. Là, il y a quelque chose à trouver pour arrêter, supprimer, empêcher cet effet de se reproduire automatiquement. Et cela, c'est constamment. C'est une chose constante. Passer de ceci à cela, de ceci à cela, de ceci à cela. Et Mère faisait un geste de va-et-vient d'une vibration à l'autre, d'un état à l'autre. Et au point, c'est si fort qu'il y a une seconde ou une minute ou enfin un espace quelconque, je ne sais pas, où l'on n'est ni ça, ni ça. Alors,
On a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'est presque instantané. Si ça durait, probablement cela se traduirait par un évanouissement ou je ne sais quoi. Mais c'est constant. Ça. Et entre ça et ça, il y a un passage. C'est une drôle de vie qui n'est ni ça, ni ça, qui n'est pas le mélange des deux, qui n'est pas la juxtaposition, qui est comme si les deux fonctionnaient l'un à travers l'autre. Ce doit être intercellulaire, c'est-à-dire que le mélange doit être très microscopique, de surface. Et nous avons bien l'impression que c'est exactement le passage de la trame ou de la périphérie opaque. C'est à la surface de la cellule que se produit la bascule dans le vieux souvenir, entre guillemets. C'est le long apprentissage à la lisière obscure de la vie et de la mort, non seulement pour ne pas basculer d'un côté à l'autre, mais pour changer le passage même. Puis lentement, la nouvelle habitude ou la nouvelle manière s'apprivoise. Le premier affolement des cellules se fond dans un abandon total. Cet esprit de conservation imbécile, disait-elle. Mais, encore, les vieux organes ont du mal à supporter cette espèce de pulvérisation, ou plutôt de sensation de pulvérisation. « Tu as l'air pâle », lui disions-nous un matin. « J'ai l'impression de ne pas être ici. Mon corps est loin de moi. Je suis dans une conscience très diluée, très diluée. » Naturellement, elle était partout. Vraiment, c'est très difficile de ne pas prendre le nouveau mouvement pour la désintégration. C'est comme cela, immobile. Elle étendait ses deux bras comme sur une mer immense, mais avec une grande intensité de vibration. Il y a le sentiment croissant d'un pouvoir qui commence à être sans limite. Mais justement, cet état est associé à des difficultés cardiaques, circulatoires. Je suis comme cela, dans quelque chose qui semble pouvoir être éternellement comme cela, mais là-dedans, je perçois des vagues, des ondes, des mouvements et quelquefois des concentrations quand il s'agit d'événements terrestres d'une puissance formidable. Puis elle souriait. Il n'y a qu'à rester tranquille. Et puis voilà, on verra bien ce qui arrivera. Il fallait apprendre à être dans un corps tout en étant partout à la fois.
Un rien vous ferait perdre le contact. Une nouvelle vie à apprendre. Un niveau cellulaire où la vie était comme partout répandue. Une matière fluide, sans division. Mon corps est loin de moi. La décentralisation. Et de plus en plus là-dedans, ce que nous appelons matière semblait quelque chose de problématique, quelque chose qui semblait lié exclusivement à la cage de notre perception mentale et qui avait une toute autre réalité. Non pas que la matière fût une illusion, mais elle était illusoirement perçue, vécue, et cette illusion faisait tout le malheur. Il ne s'agissait pas de sortir de la matière comme on sort d'un cauchemar, ainsi que toutes les spiritualités l'ont dit, mais d'enlever la paire de lunettes ou le quelque chose qui fait le cauchemar. Et on est dans la même matière, la vraie, au lieu de la fausse. Et tout est changé. Ce cauchemar, ou cette déformation, est venu avec le jeu, qui a commencé à bâtir le monde autour de lui. Il s'est emmuré dans le monde. Et l'autre matière n'a pas de jeu, où tout est jeu. Et elle coule sans mur. La matière coule. On nous dira que c'est la conscience qui coule, peut-être, mais pas la matière, ou l'imagination de la conscience. Nous pouvons dire aussi que c'est l'autre imagination de la conscience qui durcit la matière, mais le fait est que ce n'est pas une perception imaginative du mental, c'est une perception cellulaire des cellules. Elles attrapent très bien l'hémorragie d'une personne inconnue qui se trouve à 10 000 kilomètres. Les cellules, jusqu'à preuve du contraire, c'est de la matière. Mais pour une fois, dans l'histoire de la Terre, il se trouve quelqu'un qui a enlevé la paire de lunettes et qui voit la Terre, sent la Terre, éprouve la Terre comme la matière elle-même la sent et la vit directement. C'est le phénomène à l'étude. Et toute la question est de savoir si le phénomène, la nouvelle perception, a le pouvoir de transformer le corps. Ce corps de fausse matière, pourrions-nous dire, qui a servi évolutivement, au niveau de ces cellules, à faire le pont avec l'autre réalité de la matière. Sans lui, sans ce vieux machin, comme disait Mère, nous n'aurions jamais fait le pont. Ou, si l'illusion se dissout, et le corps avec elle, la dépouille de la chenille. C'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté dans la vraie matière qui est parfaitement ici, mais imperceptible pour notre perception mensongère, déformée. Et le corps s'en va. Cela ne semble pas conforme aux données de l'évolution qui jusqu'à présent a toujours gardé la continuité de ces corps et sorti l'un de l'autre.
mais qu'il s'agisse de passer de l'autre côté ou de rester de ce côté en joignant les deux dans un nouvel être. Comment peut-on vivre sans je physique, sans ce quelque chose qui nous donne notre assurance solide et séparée au milieu de l'énormité mouvante du monde? Au niveau cellulaire, il n'y a pas de je. Il n'y a plus à percevoir par rapport à quelqu'un parce que ce quelqu'un est tout, simultanément, je et tout. Et comment fait-on? Que perçoit-on? Assurément, ce n'est pas commode au début, comme un poisson qui devrait subitement voler. Pendant longtemps, on a l'impression que si l'ego disparaît, l'être disparaît, la forme disparaît, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le difficile est que les lois ordinaires de la vie ne sont plus vraies. Alors là, il y a toute la vieille habitude et il y a la nouvelle chose à apprendre. C'est comme si les cellules, pas les cellules du corps, l'organisation qui fait une forme, qui tient tout cela ensemble et fait une forme que nous appelons humaine. C'est comme si cela devait apprendre que cela peut persister sans le sens de l'individualité séparée. Et depuis des milliers d'années, ça a l'habitude de n'exister séparé qu'à cause de l'ego. Sans ego, ça continue, par une autre loi qu'il ne connaît pas encore, qui pour lui est incompréhensible, mais ce n'est pas une volonté, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est quelque chose, une manière d'être universelle. Et je vois bien que pendant des années, le corps et toute la conscience corporelle se reprécipitaient dans l'ancienne manière comme salut, comme moyen de salut, pour échapper. En effet, c'était comme un évanouissement. Et maintenant, on a obtenu qu'il ne le fasse plus, qu'il accepte au contraire. Eh bien, si c'est la dissolution, c'est la dissolution. Quoi qu'il arrive, on verra bien la grande aventure. Les étapes de cette aventure ont l'air un peu vertigineuses, et nous pouvons seulement noter les paroles de mère ici et là, à travers toutes les années. Le corps est devenu transparent, pour ainsi dire, et presque inexistant. Je ne sais pas comment dire. Ça ne fait pas obstacle aux vibrations. Toutes les vibrations passent à travers. Je vois que cela s'est produit assez progressivement, mais c'est assez nouveau, alors c'est difficile à exprimer. Mais c'est ce corps lui-même qui ne se sent plus limité. Il se sent répandu dans tout ce qu'il fait, tout ce qui l'entoure, toutes les choses, les gens, les mouvements, les sensations, tout ça. C'est répandu comme ça. C'est devenu très amusant,
très intéressant. C'est vraiment nouveau. Il faut être un peu attentif et soigneux pour ne pas se cogner, pour tenir les choses. Les gestes sont un peu flottants. Et ce doit être une période de transition jusqu'au moment où la conscience véritable s'installera. Alors, elle aura un fonctionnement tout à fait différent de ce qu'elle avait auparavant, mais d'une précision que l'on peut prévoir comme incalculable. En effet, si on est jusque dans la moindre particule de granit ou dans n'importe quelle molécule de n'importe quel corps, où est le secret? Où est le à connaître, le à mesurer? C'est au millionième de seconde et de millimètre près. Et d'un ordre très différent. Par exemple, pour beaucoup de choses, la vision est plus claire les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. Il n'y a plus à regarder là-bas quelque chose d'autre. C'est là, on est ce qu'on regarde. Et il n'y a pas besoin d'organe de vue. L'organe est partout. Pour tout, il y a un changement dans le mode d'être. Et la conscience, oui, elle est constamment extérieure à l'instrument, le corps. C'est comme quelque chose qui est très vaste et très souple, mais comme cela constamment, nuit et jour. Et c'est pourtant la conscience de ce corps. Au lieu de la conscience à l'intérieur du corps, c'est le corps qui est à l'intérieur de la conscience. Et pourtant, c'est encore la conscience corporelle. Il semblerait que le corps, ce que nous appelons le corps, cette petite croûte durcie à la surface, est comme porté, enveloppé ou contenu dans ce corps cellulaire sans limite et qui va partout, sent partout, perçoit partout comme chez lui. Il n'y a plus de centre, le centre est partout. C'est décentré, tout à fait décentré, dira-t-elle bientôt. Ce n'est même pas comme une personne qui se serait agrandie pour prendre les autres au-dedans d'elle. Ce n'est pas cela. C'est une force, une conscience qui est répandue sur les choses. Je n'ai pas l'impression d'une limite. J'ai l'impression d'une chose qui est très répandue, même physiquement, qui est autant ici, là qu'ici. Ça, le corps, c'est comme quelque chose qui flotte dans cette conscience, mais pas actif. Je ne peux pas expliquer. C'est comme un océan de lumière qui continue à faire son travail et puis là-dedans flotte quelque chose, le corps.
c'est bleu outre-mer foncé. Tu connais cette couleur? Voilà. Et de plus en plus, dans cet océan de conscience cellulaire, bleu outre-mer, le vieux corps apparaissait comme quelque chose de rigide, presque irréel, une sorte de mensonge. Cela fait l'impression de quelque chose qui est encore un peu coriace. C'est cela, un peu coriace, un peu comme une écorce, comme des espèces de vestiges, je ne sais pas, des morceaux de quelque chose d'un peu durci ou racorni. Et seulement cette grande vibration, si puissante et si calme. Mère faisait un geste comme de deux grandes ailes qui battent dans l'infini. L'apparence, c'est la seule chose qui contredise. C'est cela qui est intéressant. Cette apparence, c'est-à-dire le corps, est évidemment une contradiction de la vérité. C'est quelque chose qui appartient encore aux vieilles lois, au moins justement dans son apparence. Mais ça ne correspond pas à l'état de conscience du tout. Il y a une fluidité et une ampleur et une sorte de totalité, avec seulement juste quelque chose extérieurement qui devient de plus en plus comme une illusion. Et c'est pourtant cela que les autres voient, qu'ils comprennent, qu'ils connaissent et qu'ils appellent un moi. Et la surface, justement la partie qui donne l'impression d'une écorce, c'est ce qui changera en dernier. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça changera en dernier. La dissolution de l'écorce ou la transformation de l'écorce. On a dit que la matière était de l'énergie. E égale mc2. Mais au niveau cellulaire, on découvre une autre équation. Matière égale conscience. Un océan de conscience et de pouvoir tout-puissant, bleu outre-mer. Mais comment, de cette fluidité, est-on passé à cette solidité? Comment cette croûte ou cette écorce s'est-elle solidifiée? Toute l'évolution est une formidable solidification, une mise en cage à un degré ou un autre. La fausse matière n'a pas attendu notre mental pour se former. Peut-être l'a-t-il épaissi plus que les autres espèces, et c'est vrai que nous sommes les seuls à être coupés de la vie universelle, les seuls à connaître la douleur et la mort personnelle, les seuls à connaître le désordre, la non-connaissance de la loi exacte et du mouvement spontané. Mais
nous sommes les seuls aussi à avoir pris conscience de notre cage individuelle et les seuls aussi peut-être à pouvoir retrouver consciemment le ressort ou la source qui nous permettrait de transformer notre cage de douleur et de mort et de désordre en autre chose qu'aucune des espèces précédentes ne connaît. Tel est le tournant auquel arrivait Mère. Et comme elle s'approchait de cette frontière mouvante de la matière, notre matière, entre guillemets, un matin, tout le tableau de l'évolution est devenu clair devant elle. On peut dire que toutes les expériences tendent vers une seule révélation, que seule la conscience existe, et que c'est la décision ou le choix de la conscience qui donne la forme, toutes les formes, depuis les formes les plus subtiles jusqu'aux formes les plus matérielles. Et que le monde matériel, la fixité apparente du monde matériel, vient d'une déformation ou d'un obscurcissement de la conscience qui a perdu le sens de sa toute-puissance. Et c'est encore beaucoup plus marqué, cette déformation, depuis le mental, qui, lui, dans son fonctionnement, a pris la place de la conscience. C'est la grande coupure évolutive qui a commencé avec notre départ de la bête, entre guillemets. Au point qu'il s'est, pour ainsi dire, substitué à la conscience et que le mental, dans son fonctionnement ordinaire, ne peut pas se distinguer de la conscience. Il ne sait pas ce que c'est que la conscience. Être conscient pour lui, c'est mentaliser, c'est-à-dire arrêter le courant, découper en morceaux et mettre dans les petits casiers qui remplacent mal la vie spontanée de l'animal. Être conscient, c'est mettre une étiquette. Sans étiquette, pas de conscience, entre guillemets. Et tout cela n'a un sens, n'a vraiment qu'un sens, que si l'on arrive au but. Le bout, c'est la conscience qui reprend son pouvoir. Aura-t-elle le pouvoir de transformer l'écorce? Cette transformation de l'écorce, ou tentative de fusion de l'écorce, sera la dernière partie du yoga de Mère après le grand tournant de 1968. Joindre les deux côtés dans un nouvel être. Le temps zéro de la matière. Mais finalement, si matière égale conscience, selon la légèreté de la conscience, nous aurons une matière plus ou moins épaisse et obscure. Si la vibration est lourde, la matière est lourde. Si la conscience est lente, la matière sera lente, presque figée.
l'épaisseur de la matière est proportionnelle à la vitesse de la conscience. Dans le temps vrai, la matière est légère et transparente, sans bornes. Dans le temps faux, elle colle et enferme. Et c'est la même matière, comme celle de la chenille et du papillon, avec des temps de conscience différents. Pour passer de la chenille au papillon, il ne faut pas changer de matière, il faut changer de temps et de conscience. Dans le cocon de la chenille, le temps s'arrête et la matière se transforme. C'est peut-être un angle inattendu du problème. La transformation de la matière est un problème de la transformation du temps de la conscience matérielle. La vibration supramentale est à la fois parfaitement immobile et dans un mouvement fantastique. Les mathématiciens disent qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Ou c'est la limite du temps qui se recourbe sur son espace, et qu'un homme voyageant à la vitesse de la lumière resterait théoriquement sans âge, tandis que ses frères moins fortunés vieilliraient et mourraient sur la terre lente. Sans le savoir, ils ont touché une loi profonde. Seulement, ce n'est pas une question de vitesse en kilomètres-heure, c'est une question de vitesse et de conscience. À la limite spatiale du temps matériel, comme à la limite cellulaire de l'épaisseur matérielle, la même matière se transforme et change de loi. Aux deux extrêmes, on retrouve une seule conscience qui forme et reforme la matière selon sa vitesse ou sa joie. La matière est une propriété de la vitesse et de la conscience. Quand le temps s'arrête, la matière change. C'est le temps zéro de la matière. La mort est un changement de temps. Au lieu de changer de temps en mourant, il faut changer de temps dans un corps. C'est peut-être tout le problème de la transformation. Maintenant, nous allons voir. Et d'abord, comment cette fluidité cellulaire, cette vie sans barrière, entre guillemets, peut-elle se vivre, s'organiser pratiquement? À quoi ressemble cette vie décentralisée?